Lundi 30 janvier 2017, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette édition de la mi-journée sur l'ORTB. Voici le sommaire. Pas d'amalgame, la libération des espaces publics ne vise aucune confession religieuse. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont apporté des clarifications en début de week-end. La Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL sensibilise les élèves à la protection des données personnelles sur Internet. Collège parcouru, le CEG Zogbo et le CS Les Génies de Tangpé. À suivre également dans ce journal, un reportage sur toute la littérature derrière les motifs d'épargne. C'est un reportage qui va nous amener au marché d'Antokbar. Bonjour et bienvenue à tous. Nous démarrons par cette nouvelle triste, 12 morts et 2 blessés graves. C'est le triste bilan de l'accident de circulation survenu hier dimanche sur la route inter-État Cotonou-Boycon, c'est à hauteur de Zé. En cause, la surcharge d'un véhicule 9 places et la perte de contrôle du volant qui ont provoqué le choc. Blaise Adampo, Jules Akouaïkou. Des corps sans vie. Une équipe des sapeurs-pompiers au travail pour sortir d'autres coincés dans cette collision entre un véhicule 9 places et ce camion gros porteur. Le bilan est lourd, 12 personnes mortes et 2 blessés graves. On nous a appelé aux environs de 11h30 par là aujourd'hui pour un accident en voie publique. Et tout de suite, avec le nombre d'appels que nous avons reçus et le renfort que demandait le centre de secours d'Alada, on a tout de suite déclenché ce que nous appelons les plans nombreuses victimes, que nous appelons nos vies. On a eu 2 victimes qui ne sont pas décédées mais qui sont gravement blessées. L'ambulance d'Alada les a convoyés vers les urgences de l'hôpital de zone de Calavi. Nous avons 12 autres qui sont actuellement sans vie. Je constate que le Bénin vient de perdre 12 de ses fils à cause de notre incivisme, à cause de notre refus de respecter le code de la route. À première vue, les images donnent la chair de poule. Mais cet accident relance le débat sur la surcharge des véhicules sur nos routes. Un véhicule qui devait transporter 9 personnes ou plus, qui transporte déjà 14, à partir de cet instant, vous pouvez déjà comprendre tout le reste. On ne peut pas charger au-delà de la capacité de sa voiture. Ces 9 places, nous avons 12 personnes dedans. 12 qui ont toutes perdu la vue. Les responsables syndicaux, ce véhicule vient depuis Dassa, depuis Kpawia vers Cotonou. Occasion pour le préfet de l'Atlantique d'adresser cet appel. Je veux surtout demander aux passagers eux-mêmes qu'ils doivent pouvoir se respecter, respecter leur vie et refuser de rentrer dans des taxis qui chargent hors gabarit. Voilà le message que vous allez donner. C'est une lutte désormais acharnée que nous allons mener et je crois que nous veillerons à ce que les instructions du chef de l'État soient respectées à la lettre. Cet accident interpelle aussi les responsables des conducteurs de taxi sur le chargement hors gabarit des véhicules. La décision du gouvernement de libérer les espaces publics n'est dirigée contre aucune confession religieuse. L'État doit garantir la sécurité des personnes et des biens. C'est du moins la clarification qu'apporte le ministre de l'Intérieur. Suite aux différentes interprétations agitées par la population, le ministre est monté au créneau. Je vous propose de l'écouter au micro de Patrick Benou et de Jérôme Hongbo. Parmi ces espaces publics se trouvent en premier lieu les rues. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement interdit que les manifestations publiques ou religieuses ne puissent plus se faire sur des endroits publics de façon précise, qu'on ne puisse pas se mettre à prier dans les rues, que ce soit une messe d'anniversaire, une messe de décès ou bien une prière musulmane dans la rue, pour de simples et logiques raisons de sécurité. Le gouvernement l'interdit. C'est pour rendre service aux citoyens en premier lieu. Maintenant, conflit entre religions, non, il n'y a aucun conflit entre religions. Il y a certains citoyens qui veulent récupérer cette décision logique du gouvernement pour se faire peut-être remarquer.
Sinon, il n'y a aucun précepte d'une religion qui dit que c'est dans la rue qu'on doit manifester sa foi. Maintenant, si le cas particulier de vendredi, si les mosquées sont remplies, on n'a qu'à multiplier les mosquées de vendredi. S'il y a un espace clôturé qui est libre, qu'un fidèle offre, on peut prier à l'intérieur pour pouvoir assurer la sécurité des fidèles. N'importe quel citoyen un peu dérangé peut un jour foncer son véhicule dans une rue où les gens sont en train de prier. Nous, on a le devoir de prévenir. Ce gouvernement n'est contre aucune religion. Et le chef du gouvernement, le président de la République, a déjà fait les preuves en réconciliant, par exemple, les protestants. S'il était contre les religions, il ne le ferait pas. Il a réconcilié les musulmans de Séméré. Il s'est déplacé. Son premier déplacement à l'intérieur du pays, c'est jusqu'à Séméré qu'il a effectué. Rien que pour réconcilier les musulmans de cette localité. Donc on ne peut pas dire qu'il est contre la manifestation des religions. Je veux juste rassurer la population. Le gouvernement n'a qu'un seul souci, assurer la sécurité des biens et des personnes. D'ailleurs, dans ce cadre, au cours de la semaine, j'ai rencontré les dignitaires musulmans de Cotonou et de Porto-Novo pour les rassurer. Et toujours à propos, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, rappelle que c'est en application de la Constitution que la décision de libération des espaces publics est prise. En ce qui concerne particulièrement les confessions religieuses, Joseph Djogbenou est formel. L'expression de la foi ne se fait pas dans les rues. Il revient d'ailleurs ici sur les principes juridiques cardinaux qui sous-tendent la décision. Le premier, c'est la laïcité de l'État. La laïcité de l'État qui s'entend comme une sorte de neutralité. L'État n'a pas de foi, l'État n'a pas de religion. L'État protège chaque citoyen à travers sa foi et sa religion. C'est le premier principe. Deuxièmement, ce n'est pas parce que la foi est une affaire privée que l'État n'accompagne pas. L'État protège, je l'ai déjà dit tout à l'heure, chaque citoyen. Et l'État protège chaque religion. Quelle est l'application que le gouvernement en fait? Le gouvernement considère que nos rues, nos espaces publics ne peuvent plus être exposés à l'expression de la foi et de la religion. Quelles que soient les confessions, musulmanes, chrétiennes, religions endogènes, l'expression de la foi ne doit plus consister en l'occupation de l'espace public. Nous le faisons en application de la Constitution, nous le faisons parce que le Bénin et notamment nos grandes villes ont vocation à être des villes modernes. Nous sommes un État moderne. Et troisièmement, et ce n'est pas non plus dire qu'il n'y aura pas d'espace pour exprimer sa foi. Il y a des espaces comme les stades. Il y a des espaces que le gouvernement lui-même, et ce sont là les mesures d'accompagnement que nous sommes en train de prendre, que le gouvernement lui-même identifie pour permettre à celles et ceux, quelle que soit leur religion, qu'ils puissent les exprimer, mais sans occuper les espaces publics. C'est la position du gouvernement et c'est la position que nous entendons vraiment appliquer dans l'intérêt de chacun, qu'il s'agisse des religions endogènes, deuxièmement qu'il s'agisse des religions chrétiennes. Désormais, vous imaginez que les grandes manifestations qui conduisent certaines religions, le chemin de croix par exemple, ne devraient plus être faites par l'occupation des espaces publics. Et donc, c'est une mesure qui s'applique à chacun de nous. Deuxièmement, ce n'est pas une interdiction de l'expression religieuse. Ce n'est pas une interdiction de construire les mosquées. D'ailleurs, l'État encouragera cela. Ce n'est pas une interdiction de prohiber l'expression de sa foi. Et troisièmement, et bien entendu, l'État, c'est aussi de l'ordre. L'État, c'est de la sécurité. L'État, c'est de la propreté. L'État, c'est de faire en sorte que les uns et les autres puissent y vivre librement. Je voudrais appeler chacun à faire en sorte de considérer que c'est une mesure républicaine que nous avons prise et que le président de la République considère que ça nécessite sans doute des mesures d'accompagnement. Nous allons mettre en place ces mesures d'accompagnement.
Autre volet de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Bénin près de l'Italie. Evelyne Olori-Togbe est allée recueillir les conseils du président Adrien Ngbeji avant son départ pour Rome. Au sortir de l'audience, la diplomate s'est confiée à la presse. Je vous propose de l'écouter au micro de Guillaume Abiyanou. L'objet de cette visite était au début de ma prise de fonction, présenter mes civilités au président de l'Assemblée nationale, lui présenter mes idées de programme et recueillir ses conseils pour pouvoir être ce que le président Talon appelle de tous ses voeux, être l'ambassadeur du développement. Non pas un simple ambassadeur, mais quelqu'un qui apporte le développement au pays. Et le président de l'Assemblée nationale, dans ce sens, m'a donné des conseils non seulement techniques, mais des conseils dans le comportement, dans l'attitude et dans la motivation qu'il faut avoir pour réussir cette fonction. Des experts en urbanisme, en architecture et en aménagement du territoire de 3 continents vont se retrouver pendant plusieurs jours à Porto Novo. C'est pour réfléchir sur des projets pour le développement durable de la capitale béninoise. À la veille des travaux, le maire de Porto Novo rappelle les enjeux de la rencontre. Je vous propose de l'écouter. La ville de Porto Novo a connu un développement anarchique. Des endroits qui ne sont pas constructibles ont été utilisés, et ce qui a créé beaucoup de problèmes dans le passé. Donc nous voulons régler ces problèmes et surtout disposer d'un plan d'urbanisme qui va nous permettre d'améliorer la résilience de la ville face aux défis du climat. Au bout de 10 jours de travail, il y aura un jury international qui viendra des grandes écoles d'architecture, d'urbanisme, du monde entier également, pour pouvoir apprécier le travail de ces deux groupes. Parce que le groupe sera scindé en deux ateliers, et chacun va présenter son travail et le jury va apprécier. Et c'est seulement après ça que ces données seront renvoyées au conseil municipal qui va adopter afin de pouvoir quand même disposer des outils de planification durable d'urbanisme de la ville. Après le collège d'enseignement général de Zogbo, les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL sont allés au complexe scolaire Les Génies, c'est à Tampin. L'objectif est de sensibiliser les jeunes sur les risques liés à la mauvaise manipulation des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux. Le reportage est signé Aboubakr Bakari et Jérôme Rumbo. Les données à caractère personnel ne doivent pas être divulguées à l'emporte-pièce par son propriétaire. C'est l'une des leçons que les apprenants ont retenues de la conférence organisée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Si nous partageons nos données sur les réseaux sociaux, par exemple, une autre personne peut prendre ça pour faire ce qu'il veut avec. Par exemple, enlever la tête de notre photo, par exemple, et pour quelqu'un d'autre. On ne doit pas poser ces actes. Je veux dire à mes camarades que partager leurs données sur les réseaux sociaux n'est pas une bonne chose. Les données à caractère personnel sont très sensibles, en témoigne le directeur du complexe Hôte. C'est un événement que j'ai beaucoup apprécié. Nous ne savons pas la plupart du temps également protéger certaines données. Et ces données également peuvent aller très loin. Et donc, c'est la raison d'être de cet événement-là. Et les enfants également, les apprenants aussi ont beaucoup apprécié par rapport à l'événement. Qu'il ne s'agira pas ici d'avoir des données personnelles, de les divulguer comme ça, de les envoyer comme ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est des données qui sont vraiment sacrées que nous devons protéger. Avec toutes ces informations, il revient à chaque apprenant de savoir l'usage qu'il fera désormais de ces données personnelles. Nous en venons maintenant à la lèpre. À l'occasion de la journée internationale qui lui est dédiée, nous revenons un peu sur une maladie presque oubliée. Cette 64e édition est placée sous le thème « Faire face à la lèpre ». Le combat, il faut le rappeler, pour l'éradication de cette maladie porte ses fruits, mais il existe encore quelques poches de résistance. La lèpre, un fléau d'hier à aujourd'hui, c'est un magazine réalisé par Héloïse Winato et Bruno Rotepo. Une vie détruite par le bacille de Hansen. Quand la maladie s'est déclenchée il y a 2 ans, je croyais que c'était la rougeole. Je prenais des potions traditionnelles, mais je n'étais pas satisfait. J'ai pensé même à la sorcellerie.
J'ai découvert un matin des taches sous mes seins, mais j'ai attendu 3 ans avant de venir en ce centre. La lèpre, causée par ce microbe virulent, ronge sa victime pendant des mois, voire des années avant de se manifester. Ça se manifeste par des taches sur la peau, des taches qui contrastent par rapport à la couleur habituelle de votre peau. Quand vous êtes noir, des taches plus claires que votre peau noire. Si vous étiez clair, les taches deviennent plus foncées que votre peau claire. C'est des taches qui sont caractérisées par le fait que quand vous mettez une aiguille dedans, vous ne sentez rien. Vous pincez là, vous ne sentez rien. Vous êtes insensible parce que le microbe attaque les nerfs et détruit tous les nerfs qui viennent à ce niveau-là. Des taches anodines en apparence, mais elles signalent la présence du microbe dans l'organisme. Il faut se rendre immédiatement à l'hôpital. La lèpre se guérit parfaitement actuellement. Avant, le traitement peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maintenant, ça peut durer 6 mois et vous êtes déjà guéri. C'est d'abord des comprimés qu'on donne quand c'est vu tôt. Si c'est vu avec des complications, il faut traiter les plaies. Il faut traiter les lésions. Peut-être que vous aviez déjà une paralysie au niveau d'un orteil, au niveau des pieds, au niveau des doigts, au niveau des yeux. Et puis là, il faut traiter chirurgicalement. Après le traitement médical, il faut corriger les complications chirurgicales s'il y en a. Il y a des amputations qui s'enlèvent, donc des parties du corps sont enlevées. Il faut mettre parfois des orthèses, qu'on appelle des prothèses. Pour le moment, aucun vaccin n'est disponible. Des recherches sont toujours en cours. Le dépistage précoce dans les zones à risque est le seul moyen de prévention et il faut surtout maintenir son cadre de vie sain. Ces microbes sont dans des endroits sales. Et il faut donc prendre soin de son environnement pour éviter d'être contaminé, pour éviter d'être victime de cette maladie-là. Au Bénin, 9 léproseries réparties sur toute l'étendue du territoire accueillent les malades. Une vingtaine de patients sont aujourd'hui pris en charge au centre anti-lèpre de Ouidah, créé il y a 29 ans. Quand un lépreux arrive et on fait le diagnostic et on déclare cette personne lépreuse, le traitement est gratuit, du début jusqu'à la fin. La lèpre a été longtemps une maladie incurable et sujette à toutes les superstitions. Conséquence, les lépreux sont souvent victimes de stigmatisation. Il y en a qui sont guéris et qui refusent de sortir de la maison parce que la manière dont on les traite, ils n'ont pas cette opportunité avec leur famille. Vous savez, la lèpre, même dans la Bible, c'est une maladie qui est repoussée par la société. Et là, on a plusieurs cas sociaux qui sont là à vie, dans la maison à vie. La lèpre est vaincue, mais les lépreux guéris souffrent de séquelles invalidantes, d'où l'épineux problème de leur réinsertion sociale et économique. Je vis ici depuis plus de 30 ans. J'ai souffert. La maladie a attaqué mes mains et mes 2 pieds. Je suis rejetée par ma famille, même mes propres enfants. Un don, un geste à l'endroit de ces personnes vulnérables est attendu. La mobilisation des générosités, l'association Raoul Folero au Bénin s'y attelle. Le groupe Serco met sur le marché du travail de nouveaux titulaires de licence et de master. La cérémonie de remise de parchemin s'est déroulée au Palais des Congrès hier dimanche 29 janvier. Reportage Bruno Roteco, Jérôme Rombo. Ils sont 54 étudiants en master et 126 en licence professionnelle à recevoir leur parchemin du groupe Serco, un établissement d'enseignement supérieur privé. Atmosphère de joie et ouf de soulagement pour ceux et celles qui ont réussi à traverser monts et vallées pour arriver à bon port. Vous devez devenir de bons ambassadeurs de votre formation en tant que modèle dans vos familles, dans vos entreprises et dans vos pays respectifs. Vous devez promouvoir des valeurs de la haute intégrité et des valeurs morales que nous avons enseignées également au niveau de Serco. Deuxièmement, l'une des valeurs importantes que nous promettons, du moins au niveau de Serco, c'est la formation
à la recherche de l'excellence. Le professeur Mathurin Kofinago, parrain de cette promotion, dit éprouver du plaisir et de la fierté pour 2 raisons. La première raison est liée au sérieux. Et je le dis avec beaucoup de sincérité. Au sérieux, à la qualité et à la diversité que je crois percevoir au niveau des activités de promotion, de formation, mises en place et mises en œuvre par l'Institut Serco. Et la deuxième raison est que votre entreprise pédagogique, votre démarche de formation, Monsieur le Président, sont en parfaite adéquation avec ma vocation. C'est la première promotion à l'ère de la rupture. Les heureux du jour se félicitent de la rigueur et du sérieux apportés dans l'enseignement supérieur par les réformes du gouvernement. Chers camarades, c'est pour nous une chance d'être la première promotion de l'ère de la rupture. Alors que partout dans le monde entier, les peuples se sont soulevés en mettant leur pays à feu et à sang. Nous, au Bénin, nous avons simplement dit non. Faire du groupe Serco un pôle d'innovation au service du développement économique, social et culturel à l'horizon 2020. C'est le but visé par Alain Kakoutiti qui célèbre bientôt les 20 ans de création de son université. Les païens, vous le savez, sont inanimés. Ils ne sont pas dotés de paroles, mais ils parlent, ils s'expriment. Ils racontent une histoire, toute une histoire, et véhiculent même une littérature. Je vous emmène maintenant à la découverte de ce symbolisme des païens avec Mylène Fanou et Jérôme Rongo. Les affaires de Colpus, il y a 2 oiseaux qui se... Jalousie, c'est le nom donné à ce païen aisément porté par les dames. Les païens ne se choisissent pas au hasard, mais compte tenu de ce que l'on veut exprimer. Voilà un païen qu'on appelle Nyamouye David Berao. Ça veut dire je ne suis pas à l'égal d'un enfant. C'est des païens de provocation, de rivalité. C'est pour dire c'est de la classe. Ça, c'est crevettes, des gonvos. Des gonvos, il paraît que c'était dans le nord, dans une cour commune. Une rivale l'avait portée, elle était tellement jolie dedans que l'autre rivale est restée devant sa porte pour la regarder. Elle la regardait jusqu'à se tordre et l'autre lui a dit « Continue de me regarder, tu vas être comme le dégon ». Ça, c'est balayer ta cour avant de balayer la cour de l'autre. Ça veut dire que c'est un païen, c'est un nom qui a été donné par les Ivoiriennes. Ça veut dire parle déjà de ce que toi tu as chez toi avant de t'occuper de moi. Le nom des païens est donné par la clientèle, qui est souvent féminine. Les noms des tissus ici sont donnés par les dames et les clientes consommatrices ou tout consommateur. En fait, quand les tissus sont fabriqués en Hollande et viennent sur le marché, c'est par rapport au dessin que les clientes, les consommateurs donnent un nom. L'origine des païens remonte aux premières générations, mais ils sont améliorés depuis lors. C'est parti de chez nous, de l'Afrique, du Ghana. Et à l'époque, les grands-mères faisaient des païens en indigo. Ils trempaient du coton écru dans de l'indigo, un peu comme ça, pour faire avec des petits motifs, capsules, bâtonnets. Après, ils ont découvert en Indonésie à peu près les mêmes techniques. C'est les Blancs qui ont découvert ça, et principalement des Hollandais. Et quand ils sont repartis chez eux, ils ont essayé de reproduire ça en mieux pour faire le transfert vers l'Afrique. Plus utilisés et valorisés par les générations antérieures, les païens perdent peu à peu leur valeur avec cette génération occidentalisée. Interactualité à présent, allez à Jacques Taest, c'est Benoît Hamon qui va porter les couleurs de la gauche à l'élection présidentielle d'avril en France prochain. Il l'a remporté face à Manuel Valls. Reportage. Regard clair, sourire modeste, allure de jeune homme, celui que l'on n'attendait pas a tout bouleversé. À 49 ans, c'est lui qui portera les couleurs du Parti socialiste aux prochaines élections présidentielles françaises.
Benoît Hamon et son projet axé sur un futur désirable. Un monde plus égalitaire, plus juste, plus fraternel, c'est la perspective que nous ouvrons, que d'autres qualifient d'utopiste ou d'utopique, peu importe, mais que nous assumons parce que nous partons du réel et nous montrons ce qui est à nos yeux l'idéal. Benoît Hamon a été le porte-parole du Parti socialiste de 2008 à 2012 après avoir été député européen et président des Jeunes socialistes pendant 2 ans lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Bien connu donc dans les rangs du Parti socialiste, il ne l'était guère du grand public, à tel point que l'annonce de sa candidature, il y a 6 mois, était presque passée inaperçue. D'un naturel calme et discret, il monte les marches de l'Élysée en 2012 lorsqu'il devient ministre délégué à l'économie sociale et solidaire dans le premier gouvernement Ayrault. Avec d'autres ministres, il œuvrera pour faire accéder Manuel Valls à Matignon. En 2014, c'est chose faite et il hérite du poste de ministre de l'Éducation dans le premier gouvernement Valls. Mais très vite, les dissensions apparaissent. Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, alors ministre de l'Économie, et Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, sont remerciés et évincés en raison de leur prise de position publique. Ils deviennent alors les frondeurs du Parti socialiste. Ils s'opposeront notamment au projet de loi sur la déchéance de nationalité qui entraînera la démission du gouvernement de Christiane Taubira, garde des Sceaux. Mais à ce moment-là, tout le monde croit encore que c'est Montebourg qui peut rivaliser contre Valls. C'est sans doute sans compter la persévérance, le style et la nouveauté que va apporter celui que l'on surnomme Petit Benoît ou Petit Ben. Un projet innovant axé sur le social et l'environnement qui touche une gauche en mal de gauche. Un discours clair et posé qui balaie poliment les attaques. Moi, j'assume de dire aujourd'hui que l'option politique que je propose est une option qui ne vend pas du rêve, elle ne vend rien du tout, elle propose de la justice. Benoît Hamon aura ainsi balayé tranquillement tous ses adversaires, y compris celui qui était donné favori, l'ex-premier ministre, qui avait tout misé sur sa candidature au présidentiel, Manuel Valls. Et puis nous terminons ce journal avec la manifestation ce samedi des citoyens américains contre les mesures limitant l'immigration aux États-Unis, mesures prises par l'actuel locataire de la Maison-Blanche, le président Donald Trump. C'est la mobilisation générale dans les rues de New York. Regardez ce reportage. Des dizaines de personnes ont manifesté ce samedi à l'un des aéroports de New York. Une mobilisation pour réclamer la libération de passagers en provenance d'Irak qui ont été bloqués à leur arrivée sur le sol américain. La mesure de rétention est l'application immédiate du décret signé par Donald Trump pour limiter l'immigration. Et cette manifestation citoyenne à l'aéroport est la réponse visible des défenseurs des droits de l'homme. La réponse se fait aussi devant les tribunaux. Plusieurs associations de défense des immigrés et des réfugiés ont déposé une plainte pour obtenir la libération de tous ceux qui seraient ainsi interpellés dans les aéroports américains. 2 représentants démocrates au Congrès ont participé au rassemblement à l'aéroport JFK de New York. L'un des deux, Jerry Nadler, a qualifié le décret pris par Donald Trump de discriminatoire et franchement assez dégoûtant, fin de citation, et d'appeler à combattre ce texte dans la rue, devant les tribunaux, partout, tout le temps. Le tollé suscité par ce décret s'exprime aussi en dehors des États-Unis, ainsi dans ce camp de réfugiés syriens installé au Liban. Au regard de la nouvelle disposition américaine, les réfugiés syriens sont interdits d'entrer aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre. C'est très injuste, se désole cet homme. Où va-t-on aller? On a fui la guerre et les bombardements. On a trouvé refuge dans un endroit sûr et voilà que le président américain dit qu'il ne veut pas de nous. Où va-t-on aller? Le décret signé vendredi par Donald Trump est intitulé « Protéger la nation contre l'entrée des terroristes étrangers aux États-Unis ». Il instaure une interdiction d'entrée sur le sol américain pour 3 mois pour les ressortissants de 7 pays musulmans, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivi et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. Cette édition est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj.